Vous êtes sur CCTV français. Bonjour à tous. À la une de cette édition, le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu a brandi la menace d'une intervention militaire contre les combattants du parti kurde syrien, le PYD, qu'Ankara considère comme étant un groupe terroriste. Monsieur Davutoglu a indiqué que la Turquie pourrait prendre si nécessaire les mêmes mesures en Syrie que celles prises précédemment en Irak et dans les montagnes Kandil. Il a aussi précisé que la Turquie s'attendait à ce que ses amis et alliés la soutiennent à ce sujet. Dans le même temps, l'armée syrienne continue de progresser contre les combattants soutenus par l'étranger. La télévision d'État syrienne a annoncé que les troupes de l'armée syrienne avaient pris la ville de Tamoura samedi, offrant ainsi une base de surveillance de l'ensemble de la ville rebelle d'Ayan et des parties nord-ouest de la ville d'Adan. Les hauts responsables gouvernementaux et dirigeants politiques se sont réunis dans la ville allemande de Munich pour le forum annuel sur la sécurité. Au programme de cette année, le conflit syrien, la crise en Ukraine, la question des réfugiés ainsi que la menace terroriste. Le Premier ministre russe Dmitri Medvedev a déclaré que le monde avait glissé dans une nouvelle guerre froide. Il a précisé que le conflit syrien ne pouvait pas prendre fin sans coopération entre la Russie et les États-Unis. Il a insisté qu'il n'y avait aucune preuve que les forces russes avaient bombardé des civils en Syrie. La déclaration de Medvedev intervient après que le Premier ministre français Manuel Valls ait affirmé que les bombardements russes de civils devaient cesser. Le secrétaire d'État américain John Kerry a fait savoir lors de cette conférence que la Russie avait frappé des groupes d'opposition légitimes ainsi que des civils lors de sa campagne de bombardement en Syrie, et d'ajouter que davantage de troupes étrangères pourraient entrer en conflit si le dernier plan de paix échouait. Si le régime d'Assad ne se montre pas à la hauteur de ses responsabilités et si les Iraniens et les Russes n'obligent pas Assad à s'en tenir aux promesses faites à la communauté internationale, alors la communauté internationale ne va évidemment pas rester assise comme une idiote à ne rien faire. Il y aura une intensification de l'activité en vue d'accentuer la pression sur eux. Le président syrien Bachar al-Assad croit aux négociations mais a ajouté que son gouvernement continuera la lutte contre le terrorisme. Depuis le début du conflit, nous croyons fermement aux négociations et à l'action politique. Cependant, négocier ne veut pas dire qu'on arrête le combat contre le terrorisme. Les deux volets sont indispensables en Syrie. Le premier désigne les pourparlers et le deuxième la lutte contre le terrorisme. Assad a juré de reconquérir tout le territoire syrien dont de vastes territoires sont contrôlés par les forces rebelles ou djihadistes. Il a averti que les combats pourraient être longs. L'offensive en cours dans le nord de la province d'Alep et largement soutenue par le gouvernement russe a essentiellement pour objectif de couper la voie principale de ravitaillement de l'opposition depuis la Turquie. Le président syrien n'a pas écarté le risque d'une intervention militaire turque et saoudienne en Syrie. Il a également abordé le problème des flots de réfugiés syriens et que c'était à l'Europe d'arrêter de protéger les terroristes, mais d'aider les Syriens à retourner chez eux. Nous poursuivons ce journal avec la crise en péninsule coréenne. La Corée du Sud et les États-Unis devraient entamer des discussions sur le possible déploiement d'un système de défense antimissile américain. Les deux alliés mettent leurs forces en relation pour déployer le système de défense en haute altitude appelé THAAD. Les deux pays vont décider du partage des coûts, du lieu d'accueil et de protection de l'environnement. La Corée du Sud et les États-Unis ont annoncé leur intention de discuter du déploiement du THAAD dimanche dernier, quelques heures après le lancement par la RPDC d'une fusée longue portée. La Corée du Sud parle de provocation et entend se défendre. Les médias locaux rapportent que la présidente Park Geun-hye devrait s'exprimer sur le sujet la semaine prochaine. La Chambre des représentants américaine a voté à l'unanimité le durcissement des sanctions contre la République populaire démocratique de Corée. Le Congrès soumettra le texte au président Barack Obama. Les législateurs souhaitent que Washington, les Nations Unies et les autres gouvernements tiennent une position claire envers Pyongyang. La nouvelle loi adoptée inclut des sanctions secondaires contre toute personne ou entreprise commerçante avec la RPDC.
Les nouvelles sanctions proposent de punir quiconque aidera le régime de Pyongyang dans la prolifération d'armes de destruction massive, dans l'acquisition de matériel de guerre, dans l'importation de produits de luxe, dans le non-respect des droits de l'homme et dans toute activité de cyberterrorisme. Les sanctions prévoient la saisie d'actifs, l'interdiction de visas et le refus de contrats publics américains. La Chine a déclaré qu'elle soutiendra une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies visant à faire payer à la République populaire démocratique de Corée ce qu'elle qualifie de prix nécessaire en raison du récent lancement d'un missile. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a fait cette déclaration lors d'un entretien avec l'agence de presse Reuters. Wang a aussi indiqué que Beijing exhortait les États-Unis à ne pas déployer leur système de défense antimissile à haute altitude en Corée du Sud, indiquant que cela pouvait également être utilisé pour cibler la Chine. La RPDC est sous le coup de sanctions de l'ONU depuis son premier essai nucléaire en 2006. Elle a mené 3 autres essais depuis, dont un le mois dernier. Wang Yi déclare que l'objectif de ces sanctions est de faire revenir Pyongyang à la table des négociations et de freiner son développement nucléaire et de missiles. En prenant de nouvelles mesures et en adoptant une résolution avec de nouvelles et fortes sanctions, le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait avoir un objectif clair, qui est de réfréner efficacement les efforts de la RPDC visant à développer la technologie nucléaire et liée aux missiles. Au Brésil, à présent, le ministère de la Santé demande à la population de se joindre à la lutte pour vaincre le virus Zika, lancé par le gouvernement dans tout le pays. Le gouvernement estime que la meilleure façon de freiner la propagation du virus est d'empêcher les moustiques de s'installer dans les résidences des Brésiliens. Plus tôt, la présidente Dilma Rousseff et son cabinet sont descendus dans les rues pour une campagne de sensibilisation d'une journée qui a eu pour but d'atteindre 3 millions de résidences. Dans les jours à venir, les forces armées du Brésil et environ 71 000 militaires dans l'État de Rio de Janeiro essaieront de passer le message. Ils iront dans les domiciles pour distribuer des prospectus avec des informations sur la façon d'éliminer le moustique qui se reproduit dans et autour des maisons. Au total, environ 220 000 membres des forces armées du Brésil seront déployés. Les soldats travailleront avec des employés des services médicaux locaux. Le maire de Rio, Eduardo Paes, a minimisé la menace du virus Zika, disant qu'il s'agit d'une exagération pendant une visite aux installations aquatiques des Jeux olympiques de 2016. C'est un problème pour le Brésil, quelque chose dont nous devons nous occuper. Samedi sera le jour J contre les moustiques, contre Zika, contre la dengue. Nous devons régler la situation, mais nous ne pouvons pas faire de lien avec les Olympiques. Ce n'est pas un sujet olympique. C'est un sujet pour les Brésiliens et pour la ville de Rio de Janeiro. Le bilan humain du tremblement de terre de samedi dernier dans le sud de Taïwan est de 116 morts, dont 114 personnes de Weiguan. Tous les habitants du complexe de Tainan ont été retrouvés et la recherche des survivants va prendre fin. 2 immeubles se dressaient ici, dominant de leur hauteur un voisinage plutôt peu élevé. Une seule des 2 tours demeure debout. Les immeubles qui se trouvaient autrefois dans l'ombre du Weiguan Golden Dragon ont survécu au séisme. Mais des vies ont été brisées, car beaucoup connaissaient des gens dans le complexe. J'ai entendu des cris et je pouvais voir des blessés demander de l'aide de la fenêtre d'un immeuble effondré. C'était comme vivre en enfer. Nous avions toujours peur que cet immeuble ne s'effondre un jour. Nous n'avions pas confiance dans cette construction qui paraissait de pauvre qualité. Tout le voisinage est devenu une zone de catastrophe. Les autorités ont réquisitionné des boutiques pour qu'elles servent de salles de briefing, de centres pour les médias ou encore de stations de collecte des échantillons d'ADN des familles des victimes à identifier. Des bénévoles et l'armée ou des groupes religieux ou non préparent des repas pour les sauveteurs et les journalistes. J'ai ressenti une grande empathie pour les victimes et je ne pouvais pas rester là sans rien faire. J'ai décidé de venir aider.
Les secours et le nettoyage des débris arrivent à leur terme. Mais cette nuit tragique où l'immeuble s'est effondré hantera les habitants du voisinage pendant encore longtemps. C'est si horriblement triste de voir tant de jeunes perdre la vie. Ça me déchire le cœur. Ça me déchire vraiment le cœur. Et Yang se rappellera de cet événement chaque fois qu'elle mettra un pied dehors et verra le ciel, là où la tour Golden Dragon se dressait autrefois. Les pompiers ont éteint un grand feu au port à conteneurs de Lai Chi Kok à Hong Kong. Aucun blessé n'a été signalé, mais un total de 31 véhicules, y compris des voitures privées, des camions et des bus touristiques, ont été détruits ou endommagés. La police enquête sur l'origine de l'incendie, mais suspecte que le feu est d'origine criminelle, comme il a démarré dans de conteneurs remplis de styromousse vendredi à minuit. Plusieurs explosions ont été signalées sur le lieu du crime. Plus d'une centaine de pompiers ont été déployés pour venir à bout de l'incendie qui a duré près de 2 heures. Cela s'est produit le lendemain d'un autre incendie dans le parc du quartier de Mongkok. De plus, un incident similaire s'est produit jeudi. Les autorités hongkongaises ont inculpé une nouvelle personne pour son implication dans les affrontements qui ont eu lieu dans la nuit de lundi à Mongkok. Le prévenu sera jugé samedi. Au total, 41 personnes ont été inculpées de participation à une émeute. 40 personnes ont été présentées au tribunal, accusées d'avoir participé aux violences qui ont eu lieu à Mongkok. Tous les prévenus, sauf un, ont été accusés d'avoir participé à l'émeute. Le secrétaire à la justice, Rim Ski-Yuen, a condamné cette émeute, la décrivant comme un sérieux défi porté au respect de la loi à Hong Kong, et démenti les spéculations concernant le fait que les poursuites judiciaires étaient motivées politiquement. Au cours des 2 dernières années, j'ai vu beaucoup de rapports de personnes reliant les poursuites à la politique. Je tiens à répéter que les poursuites ont été faites sans aucune considération politique. Les violences ont été manifestement illégales. J'espère que les gens arrêteront d'utiliser la politique en tant qu'excuse pour couvrir leurs actions. Les accusés se sont vus accorder une remise en liberté sous caution à condition qu'ils se tiennent éloignés de Mongkok. Ils devront se représenter au tribunal le 7 avril. Le département de la justice a déclaré qu'il travaillerait en étroite collaboration avec la police et qu'il examinerait les preuves avec minutie pour décider si d'autres accusations devront être envisagées. 3 personnes ou plus ont participé à un rassemblement sans la permission de la police et le rassemblement n'était pas pacifique, c'était une émeute. Les contrevenants pourraient se voir condamnés à un maximum de 10 ans d'emprisonnement. L'émeute a démarré sous prétexte de défendre les vendeurs de rue de manière similaire au mouvement qui a eu lieu en Tunisie où un vendeur de rue s'était immolé par le feu, ce qui avait déclenché un mouvement politique. Ces émeutiers voulaient répéter cette expérience et défier le gouvernement hongkongais. Dans la nuit de lundi, des dizaines de manifestants masqués ont attaqué la police avec des briques et des bâtons taillés en pointe. Un officier de police a tiré 2 coups de semonce afin de protéger un collègue à terre. Une enquête de la police a conclu que les tirs avaient été raisonnables et appropriés. Un tribunal a estimé que le policier avait agi en accord avec la loi et qu'il n'avait pas eu d'autre alternative que d'utiliser son arme. Nous espérons que les gens dotés d'un sens de la justice et d'une conscience soutiendront la police et le maintien de la sécurité à Hong Kong et fourniront un environnement stable et prospère. De nombreux groupes sociaux ont lancé des activités pour soutenir la police. La situation demeure tendue à Mongkok et les habitants espèrent que le gouvernement traduira les émeutiers devant la justice le plus tôt possible. Les députés des 2 camps politiques condamnent à l'unisson les violences. La plupart des habitants déclarent soutenir la police et les agences de maintien de l'ordre. Le gouvernement central a également annoncé soutenir fermement le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong concernant la protection de l'ordre public. La fin de la fête du printemps approche et les derniers voyageurs rentrent dans les grandes villes, mais le froid ne facilite pas les déplacements. Un retour difficile vers les grandes villes de Chine pour la fin de la semaine de vacances. De fortes chutes de neige ont commencé vendredi en retardant plus de 20 vols et clouant au sol des milliers de gens dans la province du Ningxia. La soudaine baisse des températures, cependant, a favorisé l'accumulation de neige sur les autoroutes avec du verglas et autres. En Mongolie intérieure et à Jilin,
Le verglas et la neige fondante se sont abattus sur les routes, poussant les autorités à lancer des alertes. Et pour les voyageurs dans l'Est, c'est le brouillard. Dans le Shandong, le voile a été interdit. Et la visibilité sur les autoroutes du Jiangsu est descendue sous les 10 mètres, provoquant la fermeture des grands axes. Des voitures coincées par le brouillard se succèdent sur des kilomètres. Nous allons à Wuxi, l'embouteillage s'étend sur 4 km. Nous attendons depuis déjà une demi-heure. À Guangzhou, plus de 100 000 passagers sont arrivés dans la mégapole vendredi et nombre d'autres sont attendus ce soir. Le retour du pic des transports va durer jusqu'au 21 février. Après cette date seulement, le trafic commencera à diminuer. Selon la météo, l'air froid va provoquer pluie et neige dans le sud de la Chine ces prochains jours. Le département local des transports ferroviaires dit avoir pris des mesures de précaution dans cette perspective. Pour marquer le début de l'année du singe, les temples de la capitale chinoise organisent une semaine de festivités. CCTV français s'est rendu sur place pour rencontrer une troupe de danseurs de Lyon. Reportage. Beijing, la capitale chinoise, fête le premier jour de l'année du singe. Les détonations des feux d'artifice de la veille laissent peu à peu place au son des tambours qui animent les foires traditionnelles. Dites Miahui, ces festivités folkloriques s'ouvrent aujourd'hui dans de nombreux temples de la ville et réjouissent petits et grands le temps d'une semaine de célébration. Nous nous trouvons actuellement au parc de Longtan où l'année du singe démarre en fanfare. Des centaines de stands se sont installés pour offrir des spécialités culinaires et autres objets de fabrication artisanale. Les visiteurs sont venus nombreux, souvent en famille, pour assister au spectacle folklorique. Mais dans ce parc, dont le nom Longtan signifie temple du dragon, les vedettes du jour ne sont pas des dragons, ni même des singes, mais bien des lions. J'ai commencé l'entraînement pour devenir danseur de lion à 15 ans. Je viens d'un village connu pour sa tradition acrobatique près de Trangzhou dans le Hebei. Ma famille participe à cette tradition depuis bientôt 110 ans. Et je dirige aujourd'hui cette troupe d'acrobates que j'ai créée il y a plus de 20 ans. Apparu à la fin de la dynastie Qing, la légende veut que le premier lion ait été conçu par des villageois cherchant à faire fuir des bêtes féroces. Pour ce faire, ils eurent l'idée de recréer un prédateur aussi vrai que nature. Mais pour que l'illusion soit parfaite, il faut bien plus qu'un simple déguisement. Une belle danse des lions ne dépend pas d'une seule personne, c'est vraiment une question de coordination entre deux danseurs. Il n'y a pas de critère de recrutement, il suffit d'aimer ça et de ne pas avoir peur d'être fatigué. La danse de lion n'est pas seulement une performance acrobatique, c'est sa dimension théâtrale qui en fait tout le charme. Les élèves de Changxinhu animent des lions selon la tradition du nord de la Chine, qui est plus acrobatique et moins portée sur l'ornement des têtes que dans le sud du pays. La maîtrise du corps requise nécessite une discipline quotidienne et un entraînement intensif. C'est une vie bien réglée. Nous avons des sessions d'entraînement à la même heure tous les jours, réparties entre le matin et l'après-midi. Et à 22 h, c'est l'extinction des feux. Nous nous levons à 6h30 pour débuter l'entraînement avec de la course et des exercices avant la première session du matin. Mais une fois notre formation achevée, nous pouvons entrer dans la troupe qui se déplace souvent hors des murs de l'école pour participer à ce genre d'événement. La plupart des danseurs de Changxinhu sont originaires du Hebei. La troupe est pour eux l'occasion de voir du pays en se produisant en dehors de leur province, voire même en dehors de la Chine. Ma famille pense que c'est un style de vie difficile parce que je ne suis jamais au même endroit, que c'est un métier très exigeant et que l'on travaille souvent à l'extérieur. Nous prenons des risques et ce n'est pas comparable à un emploi stable près de la maison, mais moi je leur explique que j'aime être acrobate et que j'aime cette vie sur la route. Je veux rester dans cette troupe aussi longtemps que possible. Après leur représentation, la troupe reprend la route en direction de Shaanxi puis de Shandong. Ils nous donnent rendez-vous l'année prochaine pour leur 17e participation consécutive au Miahui du parc de Longtan.
Depuis Beijing, c'était Clémence Azuelos pour CCTV français. Très bonne année à tous. Les 49 jeunes filles américaines qui ont pris part à la danse des fleurs de jasmin durant le gala de la fête du printemps sont désormais de retour chez elles à Atlanta. C'était un véritable honneur pour ces danseuses que de se produire à la télévision chinoise dans ce grand spectacle qui vient illuminer le réveillon de milliards de personnes dans le monde, et ce depuis les années 80. Leilani Tien est très disciplinée pour son âge. Quand elle ne danse pas, elle étudie. Usually when I'm reading my AP US history book, I'm stretching or doing something like that. La semaine dernière, Leilani et ses comparses de l'Académie Morningstar d'Atlanta ont investi la grande et prestigieuse scène du gala de la fête du printemps de CCTV. C'était une première pour cet événement qui est regardé par des milliards de personnes dans le monde. Comment pourrait-on ne pas être stressé? Mais nous sommes ensemble et nous avons une super relation d'équipe. Les filles ont passé 2 semaines à Beijing à se préparer. Leurs parents étaient avec elles, comme la mère de Abby Pan. Je sais que ma mère n'est pas une mère tigresse typique. Elle me laisse faire beaucoup de choses et je voudrais saisir cette occasion pour la remercier de tout ce qu'elle a fait. Les parents se souviennent, pour nombre d'entre eux, avoir regardé le merveilleux gala dans leur enfance. Au début, on n'arrive vraiment pas à y croire. Maintenant, ma fille peut y aller. C'est une super occasion d'aller visiter la Chine pour elle. Rémi Gouin, 11 ans, sort du lot avec sa chevelure blonde. Elle dit que tout le monde veut la prendre en photo en Chine avec ses cheveux jaunes, comme on dit ici. Ça ne la dérange pas, au contraire, elle semble même apprécier l'expérience. J'aime les villes et les lumières, et les feux d'artifice. Tout est trop cool, les immeubles sont super hauts et très jolis. Tout le monde a l'air gentil. Les filles ont reçu un accueil triomphal. La vidéo de leur performance a été vue des milliards de fois en Chine et à l'étranger. Un accueil formidable de la part des Chinois. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.